Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Depagnan. Claire que, j'accompagne depuis un petit bout de temps maintenant et que j'avais, très à cœur, de recevoir sur le podcast puisque Claire, a eu une carrière de 30 ans en tant que DRH et qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et donc je peux vous dire qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, à vous partager. Hello Claire. Hello Lola. Avant qu'on parle de ton activité d'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu le fil, et que tu nous remettes un peu dans le contexte, dans ton parcours de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu avais comme rôle concrètement au sein des différentes entreprises, dans lesquelles tu as travaillé? Pour qu'on situe bien un peu, l'ampleur de la carrière qu'il y a avant. Merci. Alors l'ampleur donc, relate beaucoup d'années. J'ai passé en fait 30 ans dans la fonction, RH, donc plus de 20 ans dans des postes de DRH. J'ai travaillé 15 ans dans les services, 15 ans dans l'industrie, principalement sur des périmètres français dans les services et l'international, grand international, donc sur 4 continents dans le monde industriel. Parmi des grands noms, donc parmi lesquels, les plus connus, Capgemini, Bureau Veritas, Clarins, Rhodia racheté par le groupe Solvay et d'autres un petit peu plus confidentiels, mais dans le digital qui fut ma dernière entreprise, chez SQLI et Dun& Bradstreet dans la formation économique et financière. Dans ce job-là, j'ai été, en charge opérationnellement de la gestion RH des ressources, donc ça représente, selon les périmètres entre, 300 et 5 000 ou 6 000 personnes, donc ce qui fait un nombre de situations humaines, rencontrées au cours de 30 ans, très variées, avec des enjeux soit de restructuring. Ce qu'on appelle le restructuring, c'est donc, plutôt des phases de décroissance de l'activité où on va avoir des enjeux de retrouver un équilibre économique, dans un marché qui se tend ou alors, des enjeux de croissance et accompagnement du développement des talents, pour, justement pour accompagner la croissance de l'entreprise, ou du groupe à l'international ou en France. Voilà. Mais tu n'as pas dû, t'ennuyer pendant toutes ces années et c'est vrai que, tu vois, moi, ce qui m'a le plus marqué quand on s'est rencontrés, c'est passer de structures, de grosses structures quand même où tu accompagnais, énormément de salariés à solo. Des fois, je me dis, «Waouh, ça peut faire peur», ça peut, être vertigineux et qu'est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui t'a poussé justement à arrêter ta fonction RH au sein de grandes entreprises pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça a été en 2 temps. Il y a une douzaine d'années, j'ai fait le choix de quitter un groupe que j'adorais, qui était le groupe Rhodia, qui avait été racheté par un groupe, belge dans le cadre d'une OPA amicale. Mais les évolutions qu'on me proposait n'étaient pas nécessairement ce dont j'avais envie, donc je suis partie et j'ai vécu à cette époque-là, pour la première fois, ce qu'on appelle un outplacement. Donc j'ai été accompagnée par un cabinet spécialisé pour ma recherche d'emploi et au bout de quelques mois, on a évoqué comme projet de les rejoindre, comme coach. Alors j'étais pas du tout formée au coaching, mais en tout cas ma posture de DRH, pouvait être une vraie valeur ajoutée pour ce cabinet à l'époque. Ce qui m'a, freinée à ce moment-là, c'est le sentiment de ne pas avoir encore fait le tour de la fonction RH. Donc il me restait encore des choses, à vivre, à expérimenter, des contextes que je n'avais pas connus et puis aussi des positionnements parce que je n'avais jamais été numéro un, c'est-à-dire DRH avec au-dessus, pas d'autres DRH et puis aussi des raisons économiques parce que le fait de se lancer, de quitter le monde du salariat, aurait eu des répercussions, en tout cas à court terme, sur mon niveau de rémunération. Donc ça a été, la première étape, mais quelque part, la graine était semée et donc 10 ans plus tard, là pour le coup, suite à un choc, puisque j'ai perdu mon job en quelques heures, ça a été un vrai tsunami intérieur. J'avais à l'époque 53 ans, donc mes enfants étaient, élevés, c'est-à-dire, bien engagés dans leur vie professionnelle et ou la fin de leurs études et là, je sortais d'un job de numéro un et je me suis dit: «C'est peut-être le moment, si j'y vais pas finalement, je vais me raconter ou je vais me trouver des excuses pour ne pas franchir le pas». Voilà. Donc je me suis lancée. C'est vrai que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et c'est sans doute l'objet de prochaines questions. Donc Ouais, complètement parce que là, moi je connais un peu les réponses, mais j'ai envie d'aller encore, enfin de creuser encore, parce que quand tu as travaillé au sein de grandes entreprises pendant plus de 3 décennies et que tu passes en solo, finalement
qu'est-ce que tu emportes avec toi en tant qu'expérience, en tant que, savoir-être et puis, de ce que tu as pu faire? Et comment tu viens construire un business, construire des offres, quand tu pars de 0 finalement? Alors ce que j'ai emporté, c'est beaucoup de choses. C'est déjà une très grande, connaissance des mondes corporate puisque, bah, j'y ai vécu, j'y ai sévi, diraient peut-être certains, pendant, donc 30 ans. Donc je connais parfaitement les arcanes des entreprises, que ce soit des grands groupes, des grandes entreprises, d'entreprises cotées, d'entreprises familiales, puisque j'ai aussi travaillé chez Caras, des ETI. Et ça, c'est un énorme atout pour, l'accompagnement que je propose moi, aujourd'hui, à mes clients. Et mes clients, je les considère autant, les décideurs prescripteurs que sont des DRH ou des CEO, ou des dirigeants opérationnels, que les personnes que j'accompagne qui peuvent être à des niveaux moindres de l'organisation ou des candidats que je vais aller chercher dans le cadre de la chasse de tête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, la multitude et elle est inchiffrable de situations humaines que j'ai, rencontrées puisque, autant à une époque et au tout début de ma carrière, mon rôle était peu d'être dans l'accompagnement des individus, autant à un moment donné, j'ai bifurqué vers une raison d'être même quasiment de mon poste, qui était d'accompagner la carrière des cadres de mon périmètre et donc de connaître et leur parcours et leurs appétences, leurs aspirations, leurs rêves, leurs contraintes, enfin et cetera et d'accompagner les opérationnels managers sur, l'évolution de leurs talents. Donc ça me sert, tout le temps, en fait, aujourd'hui dans mon quotidien. Quand j'ai choisi de me lancer, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire concrètement?» Et au départ, j'étais plutôt d'ailleurs sur, du conseil RH et en fait, le conseil n'était pas pour moi assez proche de, de ce que j'aime le plus dans la fonction RH. Donc j'ai choisi d'avoir justement, une proposition de valeur qui soit autour de l'accompagnement. Donc soit par la chasse de tête, vous avez un job difficile à pourvoir et vous cherchez, quelqu'un qu'il va falloir appâter dans un marché concurrentiel. Bah, typiquement, j'ai suffisamment de connaissances de tous les métiers existants jusqu'en 2022. Je reste modeste par rapport à tous ceux qui ont été créés depuis. Et puis de l'autre côté, l'accompagnement, donc le coaching ou la coaching de transition professionnelle, donc la haute placement. Et ça fait complètement du sens avec ce que j'ai moi vécu, prescrit, décidé, recruté, accompagné et vécu moi-même évidemment en tant que candidate et haute placée. Oui et puis tu vois, enfin, ce que je me dis, c'est que là, les entreprises qui font appel à toi, il y a de la preuve sociale derrière. C'est-à-dire que tu débarques pas, mais enfin, tu as quand même, j'allais dire «de la bouteille» entre guillemets, sur un certain nombre de secteurs, d'expertises, d'univers aussi, au sein de l'entreprise qui te permettent aujourd'hui de proposer des choses ou en tout cas d'accompagner, au plus proche des besoins parce que tu les connais, et tu l'as aussi vécu derrière, quoi. Alors c'est vrai que je suis passée en plus et c'est une particularité de mon parcours pour le coup, dans beaucoup de secteurs. J'ai commencé dans la formation économique et financière, je suis passée en ESN, on disait SS2I à l'époque. De là, je suis passée dans l'industrie chimique, donc un univers totalement différent, extrêmement industriel et avec des problématiques et de sécurité et d'environnement que je n'avais pas encore rencontrées dans le monde du service. Hem, j'ai bifurqué de là, dans la, sécurité, de la construction chez Bureau Veritas, on pourrait en reparler et ensuite dans la cosmétique, dans un groupe, familial privé. Donc peu de commun entre tous ces groupes et de là, je suis allée ensuite en agence de communication. Donc on est encore dans un autre univers et ça va te parler à toi et pour finir dans le digital, voilà. Donc la diversité des secteurs adressés fait que forcément, ça accentue ou ça démultiplie le nombre de situations humaines rencontrées parce qu'elles sont en plus dans des univers très différents. Et tu vois, ça me fait penser, je regardais un peu sur LinkedIn et tu as beaucoup enfin, de plus en plus, je trouve, de cabinets, d'outplacement, de chasse et cetera qui se, nichent finalement dans un secteur. Toi, est-ce que ça a été un questionnement que tu as eu de te nicher sur, l'industrie, sur la cosmétique, le pharmaceutique et cetera? Ou c'est vraiment un choix de justement t'adresser à toutes ces cibles-là? Alors c'est amusant cette question parce que c'est un choix et un non-choix selon l'activité.
C'est un choix, c'est plutôt un choix sur la partie recrutement parce que, je trouve l'approche du monde industriel plus proche de qui je suis en termes d'ADN, sur le la recherche de candidats et typiquement tout ce qui tourne autour de la chimie. Donc ça va adresser évidemment, la chimie pure, mais aussi la cosmétique, la santé. À l'inverse de l'accompagnement, donc sur la partie coaching ou, outplacement, où là, je considère que vu mon vécu, vu mon expérience et vu ma connaissance de l'ensemble de ces secteurs, je peux adresser, tous les secteurs. Voilà, justement. Le sujet à ces moments-là n'est pas, de s'enfermer dans un secteur. Au contraire, il va être d'ouvrir les chakras et d'aller vers l'exploration de qui on est en tant que personne et pas qui on est dans tel ou tel secteur. Et cette, personne en plus peut potentiellement, notamment en outplacement, évoluer vers d'autres secteurs que celui d'où elle vient. Donc raison de plus pour être, très ouverte à l'ensemble des secteurs. Et puis tu vois, enfin, moi j'ai tendance quand je vois des entreprises ou des même des entrepreneurs qui se nichent, je me dis: «Mais comment font-ils pour ne pas, s'ennuyer?» Tu vois? Enfin, je pense que bon après on se connaît Claire, donc tu vois un peu, le personnage, que je suis. Mais il y a aussi ce côté-là, tu vois? De se dire, «Bah, si je fais toujours le même secteur, bon, bah, au bout d'un moment, tu vois? Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu la réflexion ou en tout cas la pensée première que j'ai quand je vois une entreprise qui est nichée vraiment sur une cible ou un secteur en particulier. Je sais pas si ça te fait ça, toi? Alors, je pourrais l'avoir et en même temps, je vois que, par exemple, en recrutement, je vais beaucoup plus aujourd'hui faire des postes, en recherche et développement. Alors, pour une raison qui m'est très, personnelle, c'est que, j'imprime pas. C'est-à-dire que je ne retiens pas ce qu'ils font. Donc j'adore, qu'ils m'expliquent ce qu'ils font parce que je me sens intelligente pendant, 1 heure. Parce que c'est pas du tout mon background de formation. Moi, je suis plutôt littéraire après un bac, économique et social et j'ai fait 2 écoles de commerce. Donc, je suis très loin du monde scientifique. Hem Et j'adore rencontrer typiquement des chercheurs parce que, je ne comprends pas ce qu'ils font, ça me fascine. Je peux discuter avec 50 personnes différentes, bah, à chaque fois, c'est la découverte. Donc comme c'est la découverte, je ne m'ennuie pas et en plus, je n'imprime pas plus, donc je peux recommencer, ad vitam aeternam et je peux de ce fait tester très simplement leur capacité à être justement pédagogues, à savoir vulgariser leur domaine, à savoir être compris dans des conventions, dans des salons quand il ne va pas y avoir que des experts scientifiques comme eux. Donc ça, cette dimension-là, pour moi, c'est une vraie force finalement, alors que au départ, c'est une faiblesse. Et sur les autres, sur la problématique de niche en tant que telle, je pense que c'est propre à chacun. Je connais des confrères qui sont spécialisés sur un domaine particulier, très pointu. Ça a d'ailleurs été un conseil qu'on m'a donné au début. Nichez-vous, Oui. hyper spécialisez-vous et là, Claire, en tant que personne, a un vrai sujet, c'est que, c'est pas que je m'ennuie assez vite, mais il me faut de la variété et que mon job de DRH m'a appris cette variété ou nourri cette curiosité par la diversité des sujets que j'adressais dans une seule journée. Évidemment, entre ce que j'avais prévu et ce qui allait se dérouler, globalement 95 étaient non prévus. Mais justement, passer d'une problématique de paye à une problématique d'embauche, à un licenciement, une négo collectif, enfin peu importe, fait que j'ai pris ce pli-là et j'ai besoin de cette variété. D'où aussi le fait d'avoir fait le choix de 2 activités et pas d'une seule, contrairement à ce que me disaient aussi tous les gens du business que j'ai rencontrés avant de créer EAID, qui me disaient: «Mais Claire, vous faites trop de choses. Enfin, vous faites du recrutement, vous faites du coaching, vous faites de la haute, mais faites pas tout ça. Enfin, on sait plus où vous êtes». OK, bah, c'est là que tu es intervenue pour m'aider aussi comprendre finalement ce que je fais, mais à en parler aussi autrement et c'est vrai que ça vient nourrir qui je suis parce que si je me se lancer dans l'entrepreneuriat heu, sans répondre à qui on est fondamentalement, pour moi, c'est une aberration. Mmh. Il faut que je reste sur ce modèle-là et en même temps, évidemment, bah, il y a la logique économique, business et il faut que ça puisse fonctionner donc voilà, il faut trouver l'équilibre et la ligne de crête. Oui, c'est ça, je me rappelle de la Claire d'il y a, ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant? 1 an, le temps passe si vite.
quand on a travaillé sur sa stratégie, alors elle faisait ci, ça, oui, non, mais alors ci et puis en plus ça et j'étais là: «OK, il va falloir qu'on package un peu tout ça, qu'on vienne, structurer, le message, les contenus pour que ce soit, parce qu'il y a finalement cet enjeu-là, c'est que oui, tu peux avoir cette variété, mais il faut que ce soit, clair, en tout cas pour les gens que tu cibles et que tu as envie d'attirer, quoi. C'est ça et en même temps, j'ai la chance d'avoir un prénom formidable pour ça. Voilà, comme tu le dis, il faut que ce soit clair. Donc faut moi-même et que ce soit, explicite pour les autres, et c'est vrai que ce prénom finalement, alors qui fait beaucoup sourire toutes les personnes que j'accompagne puisque très souvent, elles me disent: «C'est clair» et bon évidemment, tout le monde s'en veut de faire un jeu de mots sur mon prénom, mais il y a pas de raison. En fait, c'est très cohérent pour moi et de fil en aiguille, je me rends compte que, voilà, quand ça doit être clair, ça doit être qui je suis. Ça plaira pas à tout le monde, ça ne conviendra pas à tout le monde et c'est OK, en fait. Voilà, il y a pas de sujet pour moi et c'est presque une bonne nouvelle. Si j'arrive et si nous arrivons grâce à ton aide aussi à faire attirer vers moi des personnes qui ont envie et qui se reconnaissent, bah, c'est comme ça qu'on peut travailler le mieux. Heu, Sinon c'est imposé et c'est une grande différence versus le rôle du DRH où, vous avez votre DRH, il vous plaît pas, bah, basta quoi. En fait, vous Mmh. faites, qui est là. Voilà. Oui, beh, c'est ce que j'allais dire, en fait, en tant qu'entrepreneur, maintenant que tu as créé, Eaid, ton entreprise, c'est que le discours que tu tiens, la communication que tu portes va aussi servir de filtre naturel, dans les choix, rédactionnels que tu vas faire, ce dont tu vas parler, comment tu vas le dire. Ça va plaire à certains, ça va éliminer d'autres, mais c'est aussi, j'ai envie de dire un avantage parce que en étant à ton compte, je pense que tu as pas envie d'être là pour souffrir et de travailler avec des gens, avec qui, ça matche pas, et donc c'est aussi, ça sert aussi à ça, je trouve, la communication. Oui, oui, la communication est clairement un très bon vecteur, pour, créer un sorte de filtre naturel. Après évidemment, il y a l'authenticité de la communication, la sincérité des propos, les thèmes abordés et cetera. Moi, je me dis toujours que si un poste aide en même temps quelqu'un, même si la personne ne me contacte pas, ben, c'est aussi gagné parce que comme ça enrichit, le réseau social, LinkedIn puisque c'est le vecteur aujourd'hui. Mais c'est aussi moi que ça enrichit finalement parce que, ça préserve mon temps, ça préserve mon énergie et à un moment donné, voilà, travailler avec les bonnes personnes ou travailler avec les personnes qui se sentent, à leur juste place avec moi, bah, ça fait du sens pour les amener aussi à retrouver leur juste place, pour le futur. Donc c'est Mmh. tout bénef pour tout le monde. Gagnant-gagnant. Exactement. Hem et quand on se lance à plus de 50 ans comme ça dans l'entrepreneuriat, il y a pas un moment où tu te dis: «Qu'est-ce que je fais?» Parce que oui, tu as ton métier, tu as ton expertise, mais en fait, être entrepreneur, j'ai tendance à dire que c'est un métier à part entière où tu as la casquette de compta, de communicant, de comment tu géré un peu ces débuts-là? Alors déjà, j'ai pas géré tout de suite, c'est-à-dire que j'ai appris en avril que j'allais perdre mon job, le temps que la procédure se fasse, que la sortie s'organise et cetera. Il s'est passé presque un mois. Donc ça a été un mois dans ce que j'appelle moi, le tambour de la machine à laver le linge. Donc là, vraiment l'impression d'être KO pendant un mois parce que ça a été un vrai choc, et c'était un groupe, où j'avais le sentiment d'avoir plein de choses à faire et où je me sentais très bien. Heu, j'ai pris après vraiment le temps de la réflexion et j'ai eu une chance folle à ce moment-là, c'est que j'ai été chassée, pour la deuxième fois en 3 ans pour le même poste, donc je vais le taire et la première fois j'avais été, shortlistée, donc on n'était plus que 2, donc ils avaient choisi, l'autre personne et 3 ans plus tard, changement de direction, donc je suis recontactée. J'y suis allée, vraiment à reculons, sauf que, bah, c'est clair, donc je rencontre, quelqu'un, sur qui je flash en me disant, «Je me vois très bien bosser avec cette personne, donc j'accepte de poursuivre le processus». Je rencontre 4 autres personnes et il y a une des personnes avec lesquelles ça matche pas, mais ça matche pas dans les 30 secondes pour moi. C'est-à-dire que je ne vais faire aucun effort pour être, la meilleure version de moi-même devant lui. Et donc le cabinet, m'appelle en me disant que je ne suis pas retenue et à ce moment-là, je suis
tellement contente de ne pas être retenue que j'ai ma réponse. Est-ce que j'y vais ou est-ce Ouais. que j'y vais? Le déclencheur, il est dans la réponse négative. Ce qui est d'ailleurs une expérience personnelle qui me sert beaucoup pour accompagner des gens aujourd'hui qui sont dans des processus, pour utiliser l'émotion qui arrive, les pensées, comment transformer ça en énergie au lieu de se reprendre, un seau d'eau sur la figure. Néanmoins, une fois cela passé, on était quand même qu'en j fin juin, quelque chose comme ça, je me suis donné l'été en me disant, «Faut laisser décanter, en fait». Voilà, Mmh. c'est le choc est trop grand, c'est très engageant comme décision, je suis seule revenue à la maison, j'ai 3 grands-enfants, mais quand même, une aînée qui fait médecine qui est pas tout à fait au bout, donc il y a encore, de l'aide et du support. Une petite dernière qui est en avant-dernière année et encore, elle a décidé après d'en faire encore 2. Donc il y a beaucoup d'impacts familiaux et c'est là que vient cette phrase de, «Si j'y vais pas, je me cherche des excuses» et en même temps, qu'est-ce que je mets dedans? Alors le nom de aide est venu en marchant parce que je suis partie marcher pendant, plusieurs jours, et beaucoup de kilomètres par jour et en fait, la marche est aussi un outil que j'utilise, dans des accompagnements aujourd'hui parce que ça permet, de réfléchir autrement et de porter un autre regard sur sa situation et là, la décision s'est prise, enfin, j'ai pris la décision de me lancer en me disant: «Je vais mettre 4 activités». Bon et j'ai commencé une tournée de rencontres avec des CEO notamment, hem et beaucoup me disaient: «Spécialisez-vous, spécialisez-vous». Bah, voilà, il fallait quand même que je passe par, une forme d'expérience personnelle, de vécu personnel et quand on s'est rencontrés, toi et moi, c'était donc il y a 1 an. Mmh. Ça faisait, 2 ans que j'avais créé EAID et je sentais justement que je glissais doucement vers plus de spécialisation, mais j'avais besoin de le de le challenger, de l'avoir vécu, ça a bien marché, hein, au début, mais ça marche encore mieux en étant, plus spécialisée aujourd'hui. Voilà, donc il y a de l'itération, il y a, je pouvais pas passer du jour au lendemain de 30 ans à boum, et j'ai tous les codes et je sais comment faire, et cetera. Oui, non, mais Après les autres métiers de l'entrepreneur, la compta, alors la com, bah, voilà, on trouve, la compta, j'ai pris un cabinet, fonctionne très bien à distance, tout est efficace, ça me va très bien. mmh. Quelqu'un de spécialisé en IT pour me dépatouiller quand ça cafouille et globalement, après, support moral, mental, des amis, de la famille et de mes enfants en priorité parce que ça a été, hyper important pour moi qu'ils soient et qu'ils comprennent et qu'ils supportent et j'ai la chance d'avoir, j'ai parlé de mon aîné, de ma dernière, au milieu, un fils, qui lui est commercial et donc voilà, ça m'arrive aussi d'être challengée par lui, sur certains aspects, mais super, en fait. Voilà, donc j'apprends et du coup, ça nourrit ma curiosité. C'est ce que j'allais dire, au moins voilà, ça vient nourrir et constamment enrichir cet aspect de ta personnalité qui a besoin de curiosité, qui a besoin de se nourrir, d'être, dans l'apprentissage. D'ailleurs, je me suis tout de suite reconnue quand on a échangé sur ça, les premiers temps. Mais du coup, est-ce que tu dirais, parce que là, on sent quand tu parles que, OK, tu t'es lancé, il y a eu itération, il y a eu test, mais quand même tu t'es quand même constitué une «team» entre guillemets autour de toi. C'est-à-dire que tu as été chercher de l'aide. Mmh. Hem, Est-ce que ça a été difficile pour toi, hem, par rapport à l'ego, parce que tu avais envie de faire toute seule, d'aller justement chercher, de l'aide extérieure sur différents sujets? Alors non, non parce que, j'ai une grande propension à aller chercher de l'aide facilement. OK. Mais aussi parce que j'ai une longue expérience de travail avec des équipes pluridisciplinaires. Je Mmh. ne suis pas une experte, de paye, je ne suis pas une experte en droit social, je ne suis pas une experte en comp and ben, ni en mobilité internationale. Donc je suis habituée à travailler, avec des gens qui sont plus experts que moi. Donc ça a pas été, compliqué. Ce qui a été, plus difficile, c'est d'aborder ça le sujet du commercial. Parce que là, pour le Mmh. coup, bah, je me voyais pas trop, justement confier ça à quelqu'un d'autre. Donc je me suis aussi, au bout de au il m'a fallu quand même un certain temps. Il m'a fallu plus d'1 an et demi pour intégrer que ça, ma démarche, spontanée, naturelle, était pas forcément la meilleure ou en tout cas la plus efficace et là, de structurer.
Donc c'est là que je suis rentrée dans un mastermind avec d'autres, dirigeants, et en fait, le sujet sur la partie commerciale, elle est beaucoup liée aux croyances, à ce que tu te racontes et typiquement, bah, une DRH, ça c'est pas recruter, ça c'est pas recruter des clients, ça c'est recruter des candidats, mais les candidats, ils viennent à vous. Vous avez passé une annonce, vous passez pas une annonce pour dire: «Venez travailler avec moi, vous DRH, si vous avez besoin, de faire accompagner quelqu'un dans vos équipes». Donc une DRH, ça c'est pas prospecter, une DRH, c'est pas une commerciale, une DRH, il y a une fonction support, c'est pas une fonction business. Voilà, donc il y avait toutes ces croyances et limites que moi je me posais. Ça prend du temps, ça prend clairement du temps. Il y a des moments de doute, il y a des moments de down, mais il y a aussi, des moments, les bras levés en victoire au bout de la ligne, pas forcément pour grand chose en termes de chiffres, mais parce que, contente de décrocher telle mission, de d'accompagner telle personne, de travailler avec tel groupe, voilà et donc mais sur la partie commerciale, ça a été c'est sur cette partie-là que ça a été la plus compliquée. Oui, parce que, bah, comme tu dis, en tant que DRH, ou en tout cas les fonctions RH, elles sont, j'allais dire, elles sont pas en première ligne, d'un point de vue clientèle, mais c'est plus en interne que ces fonctions-là agissent. Hem Et donc ça t'a mis combien de temps, tu vois, alors pas casser, j'aime pas ce mot casser les croyances, mais en tout cas à apprivoiser ces croyances-là et à être beaucoup plus à l'aise dans, le commercial, le business et cetera? Je pense que ça m'aura pris quasiment 3 ans. Mmh. Alors c'est une conjonction de plein d'événements personnels, professionnels, de rencontres, d'aides, demandées de ce collectif de mastermind et je parle au pluriel parce que j'ai repiqué pour une année, mais pas que et en fait, c'est tout un chemin personnel. C'est-à-dire que en même temps que je fais grandir mon business, en même temps que j'accompagne mes clients dans leur propre croissance, je grandis moi-même, en fait et et bon, ça serait beaucoup trop long et puis il y a aussi beaucoup de choses très personnelles donc j'ai pas forcément envie d'étaler. Mais mais ça m'aura pris, ouais, je pense presque 3 ans. Maintenant, j'ai aucun regret, typiquement sur le fait que ça ait pris 3 ans. Il fallait ce temps-là, j'avais sans doute besoin de ce temps-là et ce temps long est un temps, justement très différent aussi du temps du DRH ou de la DRH que j'étais parce que tout est toujours pour hier. Le business, ça n'attend pas, le profit warning quand vous êtes coté, c'est tout de suite, et donc les mesures à prendre, c'est tout de suite aussi. J'ai vécu dans des univers où on prenait des décisions le lundi, jeudi, on disait stop, vendredi, on disait: «Pourquoi vous n'avez pas tout fait?» Bon, donc c'est un temps différent, et c'est un temps à la fois très court parce qu'il y a toujours, évidemment la problématique du chiffre et du résultat et en même temps, c'est un temps long de croissance personnelle qui me permet d'accompagner vraiment la croissance des gens, avec qui je travaille. Oui et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi, une croisse enfin, moi j'ai eu l'impression quand je me suis lancée que un an en tant qu'entrepreneur, c'était une évolution personnelle, et intérieure de, 5, 6 ans, tellement, bah, tu personne au-dessus de toi, en fait. Tu personne qui te dit, «Tu dois faire ci, tu dois rendre ci, nin nin pas la fiche de paye à la fin du mois, qui est, assurée, validée. Si tu es en forme, pas en forme, peu importe, ça tombe quand Mmh. même, sur le compte en banque. Quand tu es entrepreneur, bon, ben, faut quand même se retrousser les manches et tu personne, qui te dit quoi faire, quand, comment et ça demande un travail personnel, enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu «l'école de la vie» entre guillemets. Ça te permet d'avancer tellement vite sur toi et sur, énormément de sujets. Alors si une année d'entrepreneuriat, c'est 5 6 ans pour toi, moi je suis à Mmh. la retraite depuis belle lurette, maintenant, puisque j'ai 56 ans. Mais ça ce que tu dis me renvoie à une remarque que m'avait faite, un jeune chef d'entreprise qui avait créé sa société 1 an ou 2 à peine avant, mais qui était jeune, hein, il avait moins de 35 ans et et il m'avait dit: «Le plus difficile, c'est d'avoir la discipline et de se mettre au boulot, le matin parce que, bah, vous n'avez personne pour» et alors là, rétrospectivement, je me dis: «Là, je j'ai pas compris cette phrase» parce que pour moi, c'était une telle évidence parce que j'avais aussi 30 ans dans les jambes, en fait, donc
J'ai toujours été au boulot, en fait, et le fait en plus d'avoir repris une formation certifiante au début de ma société. Je m'étais formée au coaching, 10 ans avant. Je voulais une certification, professionnelle justement en me disant: «Un jour ce métier sera plus réglementé qu'il ne l'est aujourd'hui». Et je me suis dit aussi: «Fais-le maintenant tant qu'il y a pas encore trop de clients, parce que, d'abord ça occupe, ensuite, ça fait des choses à raconter, et puis 3, tu as du temps, donc vas-y». Et donc, comme je me suis lancée là-dedans quasiment 15 jours à peine après avoir créé ma société, forcément j'ai été tout de suite, enfin je vais pas dire noyée, mais en tout cas, avec énormément de choses, énormément de travail à faire, y compris des coaching écoles qui du coup me mettaient déjà dans la pratique au quotidienne, de ce que je proposais finalement. Donc Ouais, parce que tu as trouvé des enfin, tu trouvé des clients tout de suite quand tu t'es lancée? oui, j'ai trouvé, alors dès que les coaching écoles sont non payants, hein, c'est beaucoup plus facile de trouver des Oui. clients quand c'est non payant, forcément. Mais les cas étaient des cas bien réels, hein. Alors j'ai eu 2 personnes qui étaient, en transition, et une personne qui était en job, dans un très grand groupe, bancaire. Donc c'est sa DRH qui m'a confié, le dossier. Et ce qui était, très différent de la pratique habituelle du coaching, c'est que dans le cadre d'une formation, il y a des rapports à rendre, ce qui n'existe pas après quand on est vraiment en coaching, professionnel, et ces rapports étaient très développés, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, dès le départ, en fait. Et ça, c'était, aussi un vrai bouleversement parce que pour le coup, je m'étais formée au coaching en étant en poste, donc en cours, vendredi ou 3 jours par semaine ou 3 jours par mois, sur plus de 2 ans. Là, tout d'un coup, c'était, je vais pas dire H24, mais presque. C'est-à-dire que quand j'avais fini, ma prospection, ma com, les premiers éléments de compta ou, la structuration juridique, je bossais le soir, le week-end, et mon cerveau avait oublié ce que c'était que d'apprendre. Ouais. Heu, ces démarches, de regarder des tonnes de tutos, des vidéos à distance, des QCM à n'en plus finir, la rédaction, la correction, et cetera. Donc c'était assez déstabilisant, à 53 ans, de retrouver ça, pour le coup. C'était un vrai Ouais, énorme. j'allais dire déstabilisant, et hyper courageux aussi, tu vois? Parce que ça te met dans une situation dans une situation un peu d'inconfort aussi, tu vois? Mmh. De te challenger comme ça. Oui, alors courageux, je te laisse, la maternité du propos, même si, courage, fait clairement partie, en tout cas, de mes valeurs. Mais oui, il y a un vrai inconfort parce que, je me souviens du dernier module qui était sur les neurosciences où il y avait 250 pages à, «mémoriser» entre guillemets, hein, c'est bien rapide, et la prétention n'est pas d'être, du tout expert sur les neurosciences au bout de 250 pages. Je pense qu'il faut des années et des années Ah d'études. ouais. Mais, c'était des concepts très nouveaux, et Mmh. j'avais vraiment l'impression que mon cerveau, buggait quoi, enfin forçait en fait, voilà. Ça devenait une matière très dure, Ouais. donc c'est de l'inconfort. Mais c'est un inconfort qui est le principe même de l'agrandissement, de la zone de confort. Mmh. Confort, vous la met là, autour vous avez vos peurs, puis vous faites des apprentissages, et puis en fait vous vous retrouvez dans une zone de confort élargie, et là vous pouvez recommencer ad vitam aeternam, et aujourd'hui je suis, très à l'aise avec ça. Enrichie de mon expérience, enrichie de ces passages, et j'ai presque envie de dire de ces pas sages en 2 mots avec un S à sage. Ouais. La langue des oiseaux. J'adore. Hem et je voulais te demander aujourd'hui avec du recul, donc ça fait 3 ans que tu as créé EAID. Mmh. Est-ce qu'il y a un regret, tu vois, de ne pas avoir pris ce poste salarié qui aurait pu être le tien si, il y avait pas eu ce stop, enfin ce «red flag» entre guillemets avec l'une des personnes pendant le process? Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a un regret ou, un «et si j'avais», tu vois? Alors parfois, ça peut arriver qu'il y ait «et si j'avais?» Et c'est pas tant «et si j'avais» plutôt que «et si j'étais» déjà. Hem
mais en fait, c'est très, très vite gommé Mmh. par, heu, déjà par la totale indépendance. Ouais. Alors, toutes les limites de l'indépendance et tu évoquais, la fiche de paye qui tombe pas tous les mois et en fait, c'est peut-être juste ça Mmh. et dans le principe, il se trouve que dans ma fonction et compte tenu de mon parcours, je rencontre énormément de DRH que j'admire, mais encore plus qu'avant parce que je sais la complexité dans laquelle ils et elles, naviguent en permanence avec tous les enjeux, et toutes les injonctions contradictoires et les réglementations et cetera et j'admire vraiment sincèrement qu'ils restent ou que certains aient même encore envie, des très jeunes, de se lancer dans cette fonction. Mais j'ai pas envie d'y retourner. Donc, il y a pas de regret sur le move. Hem, il y a pas de regret sur, la fiche de paye parce que oui, c'est très confortable d'avoir un très gros salaire, de très bien, vivre. Ça a beaucoup de contraintes aussi. Moi, j'ai pas vu mes enfants pendant, 4-5 ans. Alors j'adorais ça, hein. Je voyageais, dans le monde entier. C'était, extrêmement épanouissant et pour rien au monde, je ne renierai ni ne regrette cette période. Mais quand j'ai entendu mes enfants me dire: «Bah, le samedi soir, tu partais et on ne te voyait pas le week-end et on pleurait». Alors aujourd'hui, ils sont adultes, mais à l'époque, ils étaient jeunes et voilà, donc on n'a rien sans rien. Je pense que c'est à l'heure de se dire: «Je vais avoir un méga salaire et j'ai zéro contrainte» et en même temps, bah, je pense qu'on peut, aussi très bien vivre et tout dépend de ce qu'on entend par bien vivre. Est-ce que c'est la fiche de paye? Est-ce que c'est la façon de vivre? Est-ce que c'est le rythme de vie? Est-ce que c'est l'organisation personnelle? Enfin, chacun ses critères, en fait. Voilà, donc Oui, de tout temps à fait. en temps, il y a cette petite réminiscence, questionnement, mais elle est très fugace et je pense qu'elle est finalement là pour me rappeler, «Vas-y, continue et ça paye, donc vas-y». Mmh. Oui et puis tu vois, tu dis bien vivre, mais bien vivre, avec, le même enfin, tu vis pas aussi bien avec, X salaire quand tu es perdu au fin fond de la campagne bretonne que quand tu es, en plein Paris, tu vois? Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le montant du salaire, mais de combien on a besoin pour vivre et quand je dis vivre, c'est pas, survivre, c'est, vivre, pouvoir profiter et pas passer, sa vie à cravacher et puis à ne pas lever le nez, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien d'entrepreneur? Maintenant que tu voilà, que tu es toute seule, tu as pas de alors, tu as des contraintes, mais j'ai envie de dire quand tu es entrepreneur, c'est aussi tu as plus de choix sur les contraintes, et elles te sont moins imposées que quand tu es salarié. Qu'est-ce que tu dirais, voilà, qu'est-ce qui t'épanouit le plus, dans ton statut d'entrepreneur? C'est une bonne question, ça m'étonne pas de toi de me la poser. Claire a l'habitude de mes questions, toujours un peu, tirées par les cheveux et où je creuse toujours plus. Non, non, c'est pas tiré par les cheveux, c'est creusé, mais c'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de répondre tout. C'est à la fois, la liberté de m'organiser, la liberté de Mmh. travailler d'où je veux, Ouais. l une forme de liberté aussi par, la communication et l'approche, finalement d'attirer vers moi des personnes qui ont envie de bosser avec moi et avec qui j'ai envie de travailler. Parce que évidemment, c'est dans les 2 sens que ça doit se Mmh. passer. Heu, il y a aussi, le fait de toucher à plus de sujets finalement qu'avant, qui Mmh. sont pas des sujets de la fonction RH. Donc la communication par exemple, ouais, forcément c'est des sujets qu'on a abordés en com interne, mais comment se projeter vis-à-vis de l'extérieur, pour moi c'est très nouveau en fait. Donc ça vient nourrir encore une fois la curiosité. J'ai pas tellement de sujets d'inquiétude, mais j'ai aussi la chance ou en tout cas j'ai fait un choix délibéré de me lancer à un moment où mes charges à moi diminuaient. Mmh. C'est là que j'admire beaucoup les jeunes entrepreneurs comme toi qui se lancent, avant ou au début d'une vie, de la vie de professionnelle,
parce que la vie fait enfin, en tout cas, chacun a sa vie et elle peut être très différente de la mienne, mais si je projette la mienne, j'aurais pas osé, moi, avec qui je suis, me lancer quand j'avais mes 3 enfants petits. C'était pas jouable, en fait, j'aurais eu trop peur. Hem, donc aujourd'hui, c'est possible pour cette raison-là, justement. Ils sont lancés, leurs études sont terminées, c'est payé, ouais, tout, en fait. C'est je fais juste ce pourquoi je suis faite. et c'est merveilleux. Ah, c'est le kiff total. Mais du coup, ce qui est très amusant, c'est que quand j'ai des, clients, notamment en outplacement, qui m'interrogent sur leur enfin qui m'exposent et avec lesquels je travaille sur leurs doutes ou leurs peurs et cetera et qui me demandent: «Et toi, comment tu as fait?» et que je leur dis ça, en fait, c beaucoup l'entendent comme un message d'espoir, en fait, parce que Mmh. c'est né d'une situation extrêmement difficile, qui a été accentuée par une situation personnelle, je vais dire encore plus difficile puissance 10 ou Ouais. 100 1 an après et que malgré ces 2 passages très compliqués, bah, aujourd'hui voilà, je suis, très heureuse dans ce que je fais et j'ai vraiment le sentiment de faire ce pourquoi je suis faite et ce à quoi finalement toute ma vie m'a préparée pour être prête aujourd'hui. Et du coup, je voulais te poser cette question aussi parce qu'on en avait parlé un peu en off, mais ça change quoi, tu vois? Parce que quand tu étais DRH, dans une boîte, finalement, tu parlais au «nous», tu vois? C'était «nous», l'entreprise et cetera. Et quand tu es entrepreneur, tu parles plutôt au «je». Je pense notamment dans ta communication, et il y a aussi, finalement, les gens, ils viennent te chercher toi, ils viennent pas chercher l'entreprise, et donc est-ce que ça a été une difficulté pour toi, justement, de te mettre davantage en avant, toi, Claire, de parler au «je», de prendre la parole en ton nom, de prendre position aussi sur certains sujets? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu un j'y vais pas, oui, non, mais peut-être? Alors il y a 2 questions pour moi dans ta question. La première sur le passage du «nous» au «je». Il se trouve qu'en tant que DRH, tu fais aussi partie d'une équipe de direction et donc exprimer ton point de vue en tant avec «je», c'est-à-dire, ma fonction, mais je pense que, Mmh. c'est quelque chose que j'ai toujours vécu donc on n'est pas dans, en tant que DRH, tu prends la décision, boum et puis elle s'impose et débrouille-toi et cetera. Ça peut arriver, bien sûr, mais pas toujours et certainement pas majoritairement. Donc l'habitude de m'exprimer sur, le «je», moi j'ai dû l'apprendre en interne. Je me souviens, j'avais, 30 ans ou 31 ans. Je venais d'arriver, chez Cap à l'époque et c'était mon premier comité de direction. Sauf que j'avais 30 ans. Et autour de moi, j'avais que des cadras hyper experts et cetera et donc j'osais pas exprimer mon point de vue. Sauf qu'évidemment, je l'exprimais dans le couloir à 1 ou 2 personnes à qui je m'entendais bien, en qui j'avais confiance. Bon et un jour, c'est revenu aux oreilles de notre CEO commun à tous et qui m'a pris entre 4 yeux en me disant: «Ben, j'apprends que tu as un avis quand même très pertinent, donc pourquoi tu le dis pas en codir?» Bon, donc il m'a obligée à sortir le À «je». sortir, ouais. Et ça a été un chemin d'apprentissage aussi parce que, faut savoir le présenter, trouver la bonne tactique, le bon moment, les stratégies d'influence et cetera. Mais néanmoins, j'ai appris à faire ça. Donc passer du «nous» au «je» quand on a été forcé quasiment à passer du «je» d'abord au «je», c'est OK. Là où c'est plus compliqué, ça a été au début, enfin au début et le début a bien duré 2 bonnes années, de aide, c'est de ne pas confondre la réponse négative entre moi et moi. C'est-à-dire c'est qui je quelqu'un qui v choisit pour être accompagné, heu, il a pas envie de travailler avec moi. Mais OK, je vais pas remettre en question non plus qui je suis parce que l'autre a pas envie de travailler avec moi. Il y a 8 000 000 d'individus sur terre, donc je vais bien en trouver quelques-uns qui ont envie de travailler avec moi et c'est le cas et ça se passe très bien. Donc le vrai sujet, c'est la non-confusion entre je te dis non en tant que soit sur la méthodo, soit parce que quelque part j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai plus de fit et c'est OK et de pas me mettre moi en cause intégralement en tant que personne. Voilà, c'est on peut toujours tout améliorer,
à commencer par la com, la présentation, l'écoute, les questions, enfin tout ce qu'on veut. Mais ça doit pas remettre en cause, qui je suis en tant que Claire. Voilà, et ça doit être très clair pour l'autre. Et j'allais répondre: «C'est très clair», tu vois? Bon, on pourrait en parler pendant de longues heures encore parce qu'on parle toujours beaucoup avec Claire quand on s'est en visio. Et je voulais quand même te demander s'il y a, une personne, voilà, qui a pareil, 20-30 ans de carrière dans une entreprise, qui hésite, qui a cette petite voix dans la tête qui se dit: «Mmh, j'ai envie de me lancer, mais j'ose pas parce que X, Y, Z». Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi, avec le recul et l'expérience, du coup? La première chose, c'est de prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment, de prendre le temps de la réflexion. Il y a peser le pour et le contre qui est le côté très cartésien, rationnel, mais il y a aussi, de suivre son instinct. Mmh. Parce que, cette petite voix intérieure, qui peut pousser, mais ces petites clochettes intérieures qui peuvent aussi alerter sur tel ou tel sujet, sont, aussi, voire plus importantes pour moi que, le plus-moins, très pratico-pratique du matériel, du salaire, du Oui. contrat et cetera et cetera. Donc prendre le temps, pour moi, c'est essentiel. Heu, Tester aussi, son idée ou ses idées. Oui. Aller rencontrer du monde, voir comment on se sent quand on en parle, voir comment, faire attention à comment on se sent quand on vous répond, quand on vous donne un avis dans tel ou tel sens. Tu vois? Typiquement, quand je te dis, certains m'ont dit, «Focus, une seule chose» et moi j'étais: «Ah c'est pas possible, j'y arrive pas en fait». Bon, OK et chacun son chemin, hem, mais le message principal, c'est suivez vos rêves en fait. C'est, s'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous vous sentez appelé vers une mission ou vers une façon de vivre votre vie, d'abord on n'en a qu'une, heu et ensuite, la vie des autres, c'est la vie des autres. Mmh. Donc moi j'ai entendu, X fois, y compris de très proches, «Mais pourquoi tu as quitté telle boîte? Mais c'était tellement bien, tu as choisi de quitter tel nom». Bah oui, mais venez vivre ma vie en fait, voilà. C'est oui, c'est leur projection, enfin, c'est la projection de leur propre peur sur, toi, mais en fait, toi, c'est toi et c'est tes décisions, ta vie, tes choix. Donc c'est ça, c'est soyez, suivez vos rêves et soyez vous-même, en fait. Voilà, Mmh. je crois que Ouais. c'est là, que pour moi, je reviens sur mon prénom, bah, c'était très clair. Mmh. Mais bon, c'était très clair avec Oui. un majuscule. Oui et puis, en fait, tu as dit une phrase qui, moi, a profondément changé ma manière de voir la vie, c'est: «On n'a qu'une vie», et cette vie-là, en fait, elle peut s'arrêter demain donc c'est hyper important dans la mesure du possible, de la vivre pleinement, cette vie donc Et ça, pour moi, c'est un enseignement qui vient, de façon assez peut-être étrange, des plus jeunes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je choisis d'avoir des partenaires qui sont aussi, jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, puisque tu as l'âge de mon fils, donc globalement, je ne vais pas me projeter en maman, c'est certainement pas le propos. Mais il y a une responsabilité vis-à-vis du futur qu'on bâtit en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi bah, moi, s'il m'arrive quoi que ce soit demain, j'ai eu une très belle vie et je l'ai déjà dit à mes enfants et tout va très bien, en fait. Voilà, ça me précieuse, mais j'ai été très gâtée. Donc c'est cool, mais pour le coup, quand se sont passés les attentats du Bataclan en 2015, moi, ça a été le déclencheur et j'avais quand même à l'époque, déjà 45 ou 46 ans Ouais. de comprendre que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et mes enfants que j'ai vus autour, voilà, inquiets à l'époque et à juste titre comme tout le monde, eux l'ont compris beaucoup plus tôt. Mmh. Oui. Quand ils l'ont compris, moi je l'ai compris avec et c'est à ce moment-là que c'est devenu encore plus prégnant pour moi que, bah, si vous avez envie de quelque chose, allez-y et voilà, le mode tête brûlée, c'est pas trop mon style. Je suis plutôt un mode, prudent. Donc c'est mesuré et c'est réfléchi avec, plan A, plan B et cetera. Mmh. Si c'est le plan A qui vous attire,
bah, foncez, quoi. Eh beh, écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci infiniment Claire, d'être venue, sur CEO Recto Verso. Avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver, si jamais on a envie de travailler avec toi ou même de te suivre? Alors on peut me retrouver sur, LinkedIn, Claire Depagnan et puis sur le site, magnifique site, bâti avec, Avec Querencia, amour! ED A-6 HEAD, voilà. Super, bah, écoute, tous les liens seront, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Claire et puis à très vite. Merci beaucoup Lola, à très bientôt.